bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau Mercredi des Sciences. On est ravis d'être avec vous pour cette nouvelle saison. Je suis avec Stéphane Frey, qui est directeur éditorial en sciences chez Belin Éducation, et Samuel Rébulard, qui est agronome, naturaliste et qui enseigne à l'Université Paris-Saclay. Et on est super heureux aujourd'hui d'accueillir Guillaume Lecointre, qui est professeur du Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste de la systématique et de l'évolution. Aujourd'hui, il va vous parler de la nouvelle édition revue et augmentée de son ouvrage Savoir, opinion, croyance. Il est paru dans la collection de guides Tout pour la classe. Donc, pour répondre de façon laïque et didactique aux contestations de la science que vous pourriez avoir en classe, il va proposer des critères simples afin d'établir une distinction entre savoir, croyance, croyance religieuse, opinion. Et il va aussi vous donner des clés pour identifier les pièges possibles et puis les résoudre. Donc sa présentation va durer une trentaine de minutes et ensuite vous pourrez échanger avec lui. Pour ça, vous pouvez utiliser les outils qui sont en haut de votre écran. Donc vous avez l'outil questions et réponses et l'outil de discussion. Donc n'hésitez pas à envoyer vos messages pendant sa présentation et on essaiera de répondre à vos messages après. Juste avant qu'il commence sa présentation, je voudrais vous montrer le manuel numérique max de SVT seconde, dans lequel vous allez pouvoir retrouver les diaporamas des mercredis des sciences si vous avez une licence. Donc vous allez me voir tourner la tête parce que je regarde mon autre écran. Donc là, je suis sur le manuel numérique max de SVT seconde, qui est un manuel granulaire. Et les manuels numériques max sont régulièrement actualisés avec des nouveaux contenus. Donc là, on peut par exemple aller dans le thème 1 qui a été ajouté en 2025. La sélection naturelle chez des souris du Nebraska. Si par exemple vous avez un débat sur l'évolution en classe, vous allez pouvoir utiliser ce thème. Et donc vous voyez vos ressources granulaires. Sur chaque ressource, vous avez toujours plein d'outils très pratiques. Vous pouvez vidéo projeter. Vous pouvez partager à vos élèves en mettant une consigne, une date de rendu. Vous avez des outils d'accessibilité. Si par exemple vous avez des élèves dyslexiques dans votre classe, vous pouvez adapter les ressources pour eux. Vous avez aussi plein d'outils pour naviguer, notamment la recherche avec des filtres qui vous permettra de retrouver les diaporamas des mercredis des sciences et plein d'autres contenus. Donc, je vous mettrai dans la conversation un lien pour que vous puissiez aller voir ces manuels plus en détail. Et bien sûr, ce webinaire sera enregistré. Vous retrouverez le replay sur la page des mercredis des sciences sur notre site. Pareil, je vous mettrai un lien dans la discussion. Et je laisse tout de suite la parole à Guillaume Lecointre. Nous allons parler d'une distinction didactique entre savoir, croyance, opinion, croyance religieuse et idéologie. La première édition de cet ouvrage proposait un tableau simplifié de critères que je vais rappeler très rapidement, de manière à épauler les enseignants devant des contestations ouvertes du contenu même du savoir scientifique dans l'espace de la classe. Et puis, je vais surtout insister sur les nouveautés de cette deuxième édition, parce que peut-être qu'une partie d'entre vous connaissent la première, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de plus dans la deuxième? Et c'est peut-être ce qui va nous animer plus avant aujourd'hui. Alors, les enseignants font face à l'intérieur de la classe, peut-être, en tout cas, il y a des témoignages d'une recrudescence de contestation ou de fermeture au savoir scientifique dans l'espace de la classe. En gros, si je le résume en deux mots, première difficulté, faire face au dogme. Alors évidemment, tout dépend des comportements auxquels on fait face. On peut être confronté à des personnes qui se murent, qui se ferment. On peut être aussi confronté, c'est plus rare, à des personnes qui contestent ouvertement. Néanmoins, il y a un premier niveau de traitement de légitimité de l'enseignant dans l'espace de la classe, c'est que depuis la Première République française, parce que la Première République française a été fondée par des héritiers de l'esprit des Lumières, la raison est considérée comme émancipatrice dans la construction du futur citoyen, et dès lors, la science se retrouve
de manière passive, elle se retrouve compatible avec le projet politique de la République française, et en tout cas non seulement compatible, mais surtout légitime dans l'espace scolaire, qui est l'espace où on va sécréter les connaissances élémentaires dont nous avons besoin pour fonder une société commune. Il n'y aurait pas de société commune possible sans un minimum de représentation du monde partagé. Là, c'est une blague de ZEP, hein. Je suis de confession néo-obscurantiste radicale. Je dois être dispensé de tous les cours où on apprend quelque chose. Il est vrai que si on devait faire de l'enseignement des sciences de la vie et de la terre en respectant les croyances de chacun, il ne serait plus possible de faire un enseignement de quelque nature que ce soit. On est confronté aussi, alors pas tant dans l'espace de la classe, mais dans l'espace de la société, mais nos élèves y sont, hein. Euh, on est confronté à une ère de nouveaux scepticismes qui découle directement de ce que Gérald Bronner appelle le nouveau marché cognitif qui circule sur le web depuis les années 2010, mais même peut-être la fin des années 2000. Et puis des relativismes dont je vais parler, c'est-à-dire que les enseignants sont confrontés dans leur formation, mais cette fois-ci de la part d'universitaires. Et dans les universités américaines et dans une moindre mesure les universités françaises transpirent un relativisme où on a tourné le dos à la capacité que nous aurions à décrire scientifiquement le réel. J'y reviendrai dans un instant. Donc là, ça ne concerne pas tant ce qui se passe dans la classe, mais ça concerne ce qui se passe autour, c'est-à-dire que ce relativisme qui est le descendant du postmodernisme, eh bien, on va le retrouver dans une certaine mesure dans les sciences de l'éducation, mais surtout dans les milieux de la sociologie. Alors, cette deuxième édition, donc, elle a une couverture différente de la première et elle va traiter d'aspects nouveaux. Mais avant de traiter les aspects nouveaux, je vous rappelle très brièvement le tableau dont il s'agit. Nous disions tout à l'heure que l'enseignant est légitime dans l'espace scolaire parce que c'est une décision politique que de décréter que les savoirs y sont légitimes. L'enseignant est dispensateur de savoir et donc les savoirs ne sont pas. Quand je dis que les savoirs sont légitimes, c'est que d'autres types d'assertions sur le monde ne peuvent avoir la priorité sur les savoirs. Un élève ou un parent d'élève qui conteste ouvertement et de manière idéologiquement mue, hein, je ne parle pas d'une question, bien sûr, qui est posée pour mieux comprendre, je parle d'une contestation ouverte et idéologiquement motivée. Un élève ou un parent d'élève qui contesterait de cette manière un savoir, euh, dans l'espace scolaire, commettrait ce que j'appelle une sorte de crime de lèse bien public, c'est-à-dire que ces savoirs, en tant que corpus de connaissances constituées, appartiennent à la main gauche de l'État, qui redistribue de la richesse. C'est une forme de redistribution de richesse. Et une fois qu'on a dit ça, n'importe quelle personne peut vous dire, oui, c'est bien gentil, mais donnez-moi ce qui distingue les savoirs d'autres types d'assertions sur le monde, comme des opinions, des idéologies, des croyances ou des croyances religieuses. Et là, on est plus sur le volant politique, on est sur le volant cognitif et épistémologique. C'est qu'est-ce qui peut caractériser un savoir par rapport à d'autres types d'assertions que nous sommes capables de mobiliser. Alors, il y a deux critères simplifiés qui ont été proposés dans la première édition de ce livre. Premier critère, colonne de droite, j'examine si ce qui est dit peut être justifié par la personne qui parle. Et deuxième, on met un J dans ce cas-là dans la colonne. Et critère alternatif, si ce qui est dit par la personne fait l'objet comment dire, d'une référence à autrui ou à quelque chose d'autre. Cet autrui ou ce quelque chose d'autre fait autorité au sens positif du terme, c'est-à-dire que la personne fait confiance à cette source, et donc ça sera un A si la personne ne peut justifier elle-même ce qu'elle avance, mais le tient de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Donc, principe d'autorité au sens positif du terme, je mets un A, et justification par la personne qui parle, je mets un J. Et puis, sur la colonne de droite, eh bien, on va examiner si ce qui est dit est assumé à titre personnel uniquement, ou ce qui est dit est assumé à titre collectif. On met un C quand c'est collectif et un P quand c'est personnel. Alors, les savoirs, évidemment, le savoir se justifie, ça fait partie des grandes tensions, enfin des grandes définitions globales en philosophie de la connaissance.
le savoir est justifié rationnellement, et le savoir il acquiert son statut de savoir sans adjectif lorsqu'il est collectif. Si le savoir justifié est titre strictement personnel, on pourrait faire référence à un savoir expérientiel, mais là, on ne parle pas de savoir expérientiel, on parle de savoir partageable. Et donc, s'il est partageable et partagé, il est collectif. Il est collectivement assumé, et c'est d'ailleurs particulièrement vrai des savoirs scientifiques. Je ne vous apprends rien, les scientifiques travaillent en communauté professionnelle, ils s'évaluent les uns les autres, ils échappent aux biais cognitifs variés, comme par exemple le biais de confirmation, parce qu'ils travaillent collectivement précisément. Et donc les savoirs scientifiques sont des productions collectives internationales, et l'universalisme de ces savoirs qui est sous-jacent parie que toute personne qui serait prête à jouer le jeu de la science, quelle que soit sa culture, quel que soit son niveau économique ou social, mais quiconque est prêt à jouer le jeu de la science est invité à le faire. Personne ne force jamais des individus à faire confiance à la science. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que la majeure de nos concitoyens vivent dans la plus grande indifférence à l'égard des assertions scientifiques. Personne n'a jamais forcé des gens à croire en la science. Par contre, l'universalisme se conçoit ainsi en science, c'est que les savoirs scientifiques s'adressent, ou plutôt même la discussion des savoirs scientifiques s'adresse à toutes les personnes qui veulent bien jouer le jeu, parce qu'il y a un jeu à jouer, hein. On n'objecte pas n'importe comment en science, hein. On ne prouve pas n'importe comment non plus. Donc ces règles du jeu, je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais elles sont dans le livre d'ailleurs, mais ces règles du jeu, n'importe qui peut s'en saisir et tenter d'y jouer. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a universalisme, et ça n'est pas, c'est un universalisme fédérateur, un universalisme invitant en quelque sorte. Ce n'est pas un universalisme nivellateur. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des savoirs scientifiques qu'on demande à des gens de renoncer à des représentations du monde qu'ils auraient par ailleurs. Il s'agit simplement de savoir s'ils veulent bien jouer le jeu ou pas. Et si le jeu qu'il joue est en contradiction avec un terrain déjà occupé, eh bien, ça, c'est pas l'affaire du collectif, c'est l'affaire strictement personnelle de l'intéressé, en fait. Donc, un savoir scientifique se justifie, il se justifie collectivement. La croyance, je vous invite à la considérer d'abord au sens de confiance. La confiance, c'est la mienne, donc il y a un P sur la colonne de gauche. Et cette confiance, eh bien, je l'accorde à une source qui, pour moi, fait autorité. Donc, je mets un A dans la colonne de droite. Et nous avons besoin de nous faire confiance les uns les autres si on veut faire société commune. Nous espérons tout de même que les élèves font confiance à leurs enseignants. Et puis, ça, c'est vrai jusqu'à la fin d'une scolarité, hein, même à l'université. Évidemment, ça n'empêche pas l'élève ou l'étudiant de lever la main pour demander des explications, mais en première instance, celui qui dispense de la connaissance est supposé être crédible, au moins avoir un minimum de crédibilité, sans quoi la transmission du savoir n'est pas possible. Donc, je vous rappelle que cette confiance, elle n'empêche pas, je le répète, hein, qu'on puisse se demander des explications. Et l'espace scolaire est déjà un espace complexe parce que vous avez remarqué que le contenu de ce qui est enseigné par force de loi est un savoir, le corpus de ce qui est enseigné relève du savoir, alors qu'on demande aux étudiants et aux élèves d'avoir en première instance, je dis bien en première instance, une posture de crédule consentant. C'est-à-dire que on va faire confiance a priori, et puis, bon, bah, si on ne comprend pas, on est invité à se manifester, bien sûr. Donc ça, c'est pas ce que j'appelle de l'objection, c'est au contraire quelque chose de positif, c'est qu'en recevant des justifications successives, l'individu qui reçoit ce qui est transmis va de proche en proche être capable de justifier par lui-même, au bout du compte, ce qu'il a appris et en parler à une tierce personne, par exemple. Donc on va passer de la croyance au savoir dans l'espace scolaire, en tout cas de l'attitude de crédule à l'attitude de sachant. La croyance religieuse, elle a un adjectif, donc, c'est celle du lien, l'étymologie du mot religieux qui est associée au mot lien. Alors, il y a des débats hein, autour de l'étymologie du mot. Ce lien, c'est celui, tantôt le lien qui relie l'individu à la transcendance à laquelle il adhère, tantôt ce lien concerne justement ce que les co-religionnaires partagent entre eux,
le même lien avec la transcendance ou l'option métaphysique à laquelle ils adhèrent. Donc, s'il y a bien une caractéristique aux croyances religieuses, c'est qu'elles sont collectives. Elles sont collectivement assumées. D'ailleurs, si une option métaphysique n'était partagée, une représentation du monde n'était celle que d'une seule personne, eh bien, on n'aurait pas idée d'appeler ça une religion, en fait. La religion, en tant que phénomène social, est éminemment collective. Et encore plus vrai pour les monothéismes qui sont institués en Église. Et quand vous instituez un corpus religieux dans une Église et une organisation en une Église, eh bien, évidemment, on est là sur toute une société qui est concernée, hein. Et la référence d'une croyance religieuse, elle tient sa légitimité à ce qu'on a reçu de sa famille et surtout d'un texte. Alors, s'agissant des religions du texte, justement, la légitimité du texte ne tient pas à son ouverture à l'examen critique dans un rapport au réel. La légitimation des croyances religieuses tient à l'immuabilité du corpus et du sens du texte et à son ancienneté, son immuabilité et son ancienneté. Et vous remarquerez que sur la ligne première et la ligne 3, il y a une différence monumentale, enfin considérable entre le savoir et la croyance religieuse. C'est que le savoir est légitime parce qu'il est dynamique, c'est-à-dire qu'il est amené à changer. L'universalisme dont je parlais tout à l'heure, il est non dogmatique. Non dogmatique, ça veut dire que le savoir est invité à être remis en cause et à tout moment, il est fiable parce qu'il a été précédemment remis en cause régulièrement. Donc, c'est ce qui a résisté, en fait, en quelque sorte. Donc, on parle de fiabilité, hein. Le savoir scientifique sont fiables parce qu'ils sont potentiellement éprouvables et régulièrement mis à l'épreuve, alors que les croyances religieuses sont légitimes dans leur espace cultuel et dans leur espace social. La croyance religieuse est légitime pour d'autres raisons. C'est davantage la tradition, l'immuabilité et l'ancienneté qui font la légitimité de ce qui est dit. Euh, D'autre part, s'agissant des religions du texte, le texte peut être interprété, mais il n'est pas susceptible d'être soumis à un test à l'égard du réel, en tout cas qui mobilise le réel, alors que la science, c'est exactement ça. La science fait du réel l'arbitre d'une controverse qui a lieu entre deux interlocuteurs, hein. Donc le savoir scientifique est dynamique, les assertions de nature religieuse ne le sont pas, ou alors elles sont interprétées par des théologiens qui font un travail d'exégèse. Les opinions, alors l'opinion en tant que substantif, c'est d'abord la mienne d'opinion, donc elle est personnelle. Je mets un P dans la colonne de gauche. Et puis, cette opinion est fondée sur des éléments que j'ai reçus d'autrui, parce qu'on ne peut pas tout redémontrer tout le temps, hein. Donc, il y a des morceaux qui relèvent de la mobilisation d'un principe d'autorité. Et puis, ces morceaux, je les articule avec des connecteurs logiques qui font que je suis capable de justifier dans une certaine mesure mon opinion. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que je peux avoir un débat avec autrui. Donc il y a J et il y a A dans l'opinion. Elle est polymorphe, l'opinion. Si les opinions convergent vers une majorité, on parle d'opinion publique. Cette opinion publique, ça n'est pas seulement une somme arithmétique des opinions, c'est aussi un processus qui peut se générer. Il y a une genèse de l'opinion qui peut avoir des caractéristiques qui ont été décrites par des auteurs comme Chomsky ou Kaufmann. Ces auteurs ont même avancé cette idée que l'opinion publique, ça se fabrique. Il y a des processus socio-économiques qui font que l'opinion publique s'influence, enfin psychologique aussi, bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, si l'opinion publique est, comment dire, infléchie, et voire même manipulée, eh bien, ça, c'est le fruit d'un travail que tout un chacun peut être amené à identifier. C'est le travail de l'idéologie, c'est-à-dire c'est une opinion collective qui va dans le sens des intérêts d'un collectif particulier, que cet intérêt soit économique, social, symbolique, militaire, etc. Donc, il y a en effet dans nos sociétés, et quelles que soient les sociétés, il y a des forces
idéologiques qui travaillent au changement de la société dans des directions parfois contradictoires, bien sûr, hein. Mais les idéologies, ce qu'elles ont de caractéristique, c'est que elles entretiennent souvent, très souvent, un rapport antagonique avec le savoir. L'idéologie va puiser dans le savoir ce qui l'intéresse, parce qu'il s'agit de construire une représentation du monde conforme aux intérêts du groupe qui sécrète l'idéologie et qui la défend. Donc on va instrumentaliser les morceaux du savoir au bénéfice de l'idéologie, et on va laisser de côté les éléments factuels du savoir qui contredisent en quelque sorte l'idéologie qu'il s'agit de défendre. C'est ce qu'on appelle le cherry picking, hein. On va puiser les morceaux qui corroborent le cadre qu'on essaie de construire, et on va laisser de côté les morceaux de savoir qui le contredisent. On fait ses courses en quelque sorte, on fait ses courses dans le savoir. C'est une espèce de consumérisme des faits ou du savoir, hein, qui n'est absolument pas permis en science, parce que je vous rappelle qu'en science, on pratique ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire que si vous affirmez quelque chose dans un article scientifique que vous soumettez pour publication à une table éditoriale d'un journal spécialisé, la table éditoriale va envoyer votre article euh, à des évaluateurs, et ces évaluateurs sont précisément choisis parce qu'ils sont au moins aussi compétents que vous sur la question. Et si vous avez laissé de côté des éléments qui concernent vos affirmations, voire qui contredisent vos affirmations, si vous les avez omis, si vous avez omis d'en tenir compte ou de les citer, eh bien, les évaluateurs ne vont pas manquer de vous le rappeler. Donc en science, nous ne faisons pas de cherry picking, précisément parce que nous sommes collectivement organisés. Donc il y a une relation antagonique entre la ligne 1 et 3, et il y a une relation antagonique aussi entre la ligne 1 et 5, c'est-à-dire que la science est tout le temps en train, du moins les scientifiques que nous sommes, dans un domaine dans lequel évidemment nous nous y connaissons, un domaine où nous faisons profession, eh bien nous avons des antennes aiguisées pour savoir quand est-ce que le registre du savoir est manipulé soit par des forces religieuses, soit par des forces idéologiques. Donc, dans toutes ces caractéristiques que je viens de citer, eh bien, c'est Condorcet qui, en 1791, met les savoirs au cœur de l'espace scolaire. Et c'est ça qui vous donne, à vous, enseignants, une légitimité considérable dans l'espace de la classe. J'ai envie de dire, soyons droits dans nos bottes, s'il fallait enseigner les SVT dans le respect des croyances de chacun, il ne serait plus possible du tout d'enseigner les SVT. Et par ailleurs, comme les savoirs scientifiques sont collectivement constitués à l'échelle internationale et qu'un article scientifique n'est pas refusé ou accepté au motif de l'appartenance religieuse ou des idées politiques des signataires de l'article, eh bien, ça fait de la science un espace international tacitement laïque. Alors, c'est pas écrit dessus, hein. D'abord, il y a même des langues qui n'ont même pas ce mot-là. Mais si on se dit que l'espace scientifique, c'est comme une cour de récré avec des individus qui jouent un jeu, là, les petits ronds bleus, ce sont des individus, ils jouent au jeu dans l'espace public de la société. Alors si S, c'est la société, bah, il y a un espace public où nos droits et nos devoirs ne sont pas régis, en tout cas en France, nos droits et nos devoirs ne sont pas régis par une appartenance religieuse, quelle qu'elle soit, ou non-appartenance d'ailleurs. La liberté de conscience est garantie par notre Constitution dans l'espace privé, et votre statut dans l'espace public ne relève pas de vos choix métaphysiques. Et dans l'espace scientifique, c'est pareil. Si cette cour de récré, qui est le petit rond ici, les individus jouent le rôle de la science, maintenant S signifie science, eh bien, les religions sont à l'extérieur du cercle, et les individus qui sont affiliés à une religion R1, R2 ou R3, ou à pas de religion du tout, eh bien, jouent ensemble le jeu en toute indifférence de ces affiliations. En d'autres termes, la règle du jeu ne change pas selon si vous adhérez ou non à une religion quelconque. Donc ça, c'est tout simplement, hein, la phrase de Rostand, les scientifiques laissent leur religion au vestiaire du laboratoire. Donc l'espace scientifique international est un espace tacitement laïque. Quand je dis tacitement, c'est que personne ne l'a déclaré comme tel officiellement, mais c'est comme ça que ça marche. Maintenant que j'ai résumé en 2 mots cette distinction, je vais très vite bien sûr, hein, c'est évidemment simplifié. Il y a quand même un piège qu'il faut que je vous mentionne et qui est traité dans la 2e édition de ce livre. Le piège est le suivant, c'est que vous entendrez de la part des profs de philosophie
où vous entendrez de la part d'universitaires cette idée très ancienne et qui remonte aux racines de la philosophie de la connaissance, cette idée selon laquelle un savoir est une croyance vraie, justifiée. Alors, ça pose quand même un problème du point de vue pédagogique parce que les sciences cognitives nous disent que les savoirs et les croyances reposent sur des substrats cognitifs différents. Et on nous dit que le savoir, côté philosophie, on nous dit que le savoir est une croyance vraie justifiée. Alors moi, j'essaie de vous apporter des arguments selon lesquels les savoirs ne sont pas des croyances. Alors d'où ça vient cette histoire? Ça vient de Kant, ça vient de Critique de la raison pure en 1781. Kant nous fait le pari suivant, c'est que sur quel type d'assertion je dois miser pour construire en quelque sorte une représentation collective du monde. Si je me fonde sur une opinion, qu'est-ce que c'est qu'une opinion? Eh bien, une opinion, c'est quelque chose, selon Kant, hein, c'est une assertion à laquelle j'adhère, mais je n'ai pas vraiment de bonnes raisons d'y adhérer. Je l'ai entendu, je le répète, c'est pas partagé par tout le monde. Il n'y a pas donc de raison objective d'adhérer, dès lors que c'est pas collectif. Et puis, il n'y a pas de raison non plus subjective d'adhérer. Je peux très bien me défaire de cette opinion assez rapidement. Pour Kant, l'opinion, on ne miserait pas beaucoup sur une opinion si on devait avoir à faire confiance à une assertion. La foi, il y a une raison subjective d'adhérer, pardon. Oui, d'adhérer peut-être d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une conviction, souvent remportée par introspection. Il y a des raisons subjectives d'adhérer, mais il n'y a pas de raison objective d'adhérer. La preuve, c'est que on trouve des individus avec toute une variété de foi dans les sociétés, composites, en quelque sorte. Par contre, le savoir, s'il y a une raison subjective d'adhérer au savoir, c'est parce qu'il y a des raisons objectives d'adhérer, c'est-à-dire qu'il y a un rapport au réel qui fait que un collectif de personnes et des preuves qui ont été apportées au crédit de ce savoir. Et finalement, Kant nous dit, bah, si je dois croire en une assertion à laquelle des trois croyances je dois miser le plus. C'est le fameux pari, hein, sur laquelle des trois croyances je dois parier. Eh bien, Kant nous dit qu'évidemment, il faut parier sur le savoir, il faut parier sur la troisième ligne. Mais ce faisant, quand nous lisons Kant, nous avons l'impression, en effet, que le savoir est une catégorie particulière de la croyance. Alors là, il y a un petit piège qui peut se poser pour l'enseignant, c'est que Kant écrit en allemand, et que, en fait, son tableau, il n'est pas valide pour les substantifs, il est valide pour des verbes. Si je remplace savoir non pas par le substantif qui désigne ce qui est su, mais par le verbe savoir, si je remplace le mot croyance par croire, en effet, je ne peux pas ne pas croire ce que je sais. En d'autres termes, si je vous le traduis, je ne peux pas ne pas avoir confiance dans ce que je sais, puisque ce que je sais le justifier. D'accord? Donc, oui, en effet, si je traite des verbes, eh bien, je ne peux pas ne pas, croire ce que je sais. Donc, je crois ce que je sais, en quelque sorte. Mais pour autant, ça ne nous autorise pas à glisser sur les substantifs. C'est-à-dire, pour autant, le savoir n'est pas une croyance. Vos élèves peuvent être amenés à vous demander, écoutez, vous nous dites que vous nous enseignez des savoirs, mais en même temps, vous nous demandez de vous faire confiance. Vous nous demandez de vous croire, en fait. Donc, ce que vous nous enseignez, ce sont des croyances. Au motif que vous nous demandez de vous croire, alors vous enseignez des croyances, n'est-ce pas? Et donc, il faut absolument rompre ce lien piégeux entre le verbe et le substantif. Les enseignants enseignent des savoirs en tant que substantif, même si on demande aux élèves de croire l'enseignant. Et là, on parle d'un verbe, on ne parle pas de la croyance, hein. Donc, simplement, ce glissement, bah, c'est ça dont il faut être averti pour pouvoir traiter de ces questions dans un débat au sein de la classe. Alors, Kant est traduit en utilisant des substantifs, alors que dans la langue allemande, hein, il y a un passage des substantifs au verbe qui est géré différemment que dans la langue française. Donc, je résume, il est impossible de ne pas croire ce que l'on sait. Pour autant, est-ce que ce que l'on sait relève des croyances? Ben non, il faut distinguer les substantifs des verbes. J'espère que je suis assez clair sur la question. Donc, là, le schéma, si je traduis ça sous forme de schéma,
Kant tendrait, si on en lit les traductions françaises qui en sont faites, Kant tendrait à faire du savoir une sous-catégorie de la croyance. Et alors que les sciences cognitives aujourd'hui nous disent plutôt que le savoir a mobilisé pour sa constitution et même pour sa gestion, un mode de pensée qu'on appelle le mode analytique, c'est le système 2, hein, le système sophistiqué comment dire, de l'activité cognitive humaine, oui, qui est faite de déduction, qui est faite de logique, et alors que la croyance, elle, peut se suffire d'un mode dit intuitif, c'est-à-dire un mode relativement rapide qui mobilise des réflexes immédiats et où l'analyse n'est pas mobilisée car elle est coûteuse. Alors évidemment, hein, nous sommes sujets au mode intuitif parce que le mode intuitif permet de prendre des décisions rapides et dans le passé, ça a été sélectionné, ça continue peut-être à l'être d'ailleurs. Il y a des moments dans la vie où il faut prendre des décisions rapides. Et puis, si vous êtes en train d'analyser un paysage dans lequel il y a des prédateurs, si vous mettez deux plombes à réfléchir sur ce qu'il faudrait faire en mode analytique, vous risqueriez d'être mangé. Donc, je caricature, mais vous comprenez que le mode intuitif précède dans l'évolution. Ça, c'est Ripoll qui le dit dans Pourquoi croit-on en 2022, un très bon livre d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle le mode dit analytique apparaît au cours de l'évolution psychique humaine. Le mode analytique apparaît secondairement au mode intuitif. J'ai plutôt préconisé, pour dire que, en effet, ce qui génère de la croyance ne peut pas être mis comme englobant ce qui génère le savoir. J'ai préconisé peut-être cette idée que l'opinion peut évoluer en quelque sorte chez un individu, tantôt vers le savoir, tantôt vers la croyance, si la quantité des assertions qui sont mobilisées par l'opinion devient de plus en plus justifiée. Dans ce cas-là, on va vers le savoir, ou au contraire, l'opinion est de plus en plus se réfère de plus en plus comment dire, à une confiance qu'on remet à différentes sources. Eh bien, on va rester sur le mode de la croyance. On va faire état d'une croyance, en fait. Ça, je passe parce que c'est trop long. Et pour terminer, je dois vous avertir du deuxième aspect que je traite dans le livre, qui est le renoncement, en quelque sorte. On m'entend parce que on me dit que mon micro est désactivé. Vous m'entendez? Oui, on t'entend en tout Oui, cas. on entend bien. D'accord. Non, vous vous seriez manifesté, hein, je pense. Ouais. Oui. Je termine sur ce point qui est un point vraiment qui fâche, hein. Je vous le dis, c'est très conflictuel. Euh, Nous faisons face aujourd'hui, et j'en ai fait quelques pages dans le livre, dans l'intelligentsia française, depuis fort longtemps, vous allez deviner pourquoi, on fait face à ce qu'on appelle la pensée qui descend du postmodernisme issu du milieu intellectuel français des années 70 et qui constate une limitation à connaître le réel. Alors cette limitation, pour un scientifique, c'est un truisme, hein, c'est-à-dire que nous savons bien que nous sommes limités à connaître le réel parce qu'on sait l'effort que demande l'investigation scientifique précisément, mais on en crée un doute généralisé sur la possibilité même d'atteindre le réel. Et toutes les prétentions à la vérité nous apparaissent comme des constructions culturelles chargées de valeur parce que justement ce réel serait inatteignable. Il ne serait pas l'arbitre en quelque sorte de nos controverses, ce réel en quelque sorte. Et d'ailleurs, le philosophe postmoderne Richard Rorty explique que le monde réel existe certes, mais la vérité n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité, si vous définissez la vérité comme une relation de correspondance entre une assertion donnée et une manifestation du réel, ce qu'on appelle la vérité correspondante, c'est le fait que votre assertion va correspondre en effet à la manifestation du réel à laquelle vous vous référez. Eh bien, si vous renoncez à la vérité correspondance, le savoir scientifique n'est pas un moyen plus sûr qu'un autre d'atteindre le réel ou même la vérité, ne serait-ce que la vérité.
Et donc, dès lors, tous les discours sur le réel ont une légale légitimité. Si le discours scientifique a vocation de décrire le réel n'est pas un moyen plus sûr d'atteindre ce réel, eh bien, tous les discours sont vrais, pourvu que vous les considériez dans leur référentiel culturel, bien sûr, puisque c'est la correspondance entre l'assertion et ce référentiel qui remplace la correspondance entre l'assertion et le réel. On ne croit plus dans un réel qui existerait indépendamment de nous, en fait. Alors, rien que cette posture, déjà, elle est anti-scientifique, parce que les scientifiques pensent que le réel est susceptible de se manifester à tout le monde de la même façon. C'est un des fondements de l'universalisme de la démarche scientifique, c'est qu'on fait, enfin, ou du moins de l'universalisme qui anime, comment dire, l'éthique du métier et sa force, c'est que si on fait confiance à la reproductibilité des expériences pour valider un savoir scientifique, c'est bien qu'on suppose que le réel va se manifester aux autres comme il s'est manifesté à nous. Alors, ça n'est pas fini parce que nous avons aussi l'apport de ceux qui ont réfléchi sur le langage. La connaissance du réel passe par le langage, ça évidemment, ça semble banal, mais en même temps, le langage est un outil de pouvoir. Ça a été décrit par des philosophes, notamment Michel Foucault. Le savoir est donc un pouvoir, nous disent ces philosophes. Et Foucault va même jusqu'à dire que c'est le pouvoir sociopolitique en fait qui détermine en définitive ce qui est vrai et non la correspondance avec la réalité. C'est-à-dire qu'on va remplacer la vérité correspondance par une relation de pouvoir. Donc si le savoir est pouvoir et si le pouvoir est dangereux pour les opprimés, et particulièrement pour des personnes opprimées, eh bien pour elles, le savoir va devenir dangereux. Le philosophe Paul Bogossian a critiqué cette pensée relativiste dans un livre qu'il a intitulé La peur du savoir. Le savoir est dangereux. Et donc le savoir, il ne va plus être susceptible il va plus être sujet à confiance, mais à sujet de méfiance. Pourquoi? Parce que nous avons des acteurs dans la société qui sont épris de justice sociale. Alors j'en suis, hein, bien sûr. Hein. Nous pouvons, à divers égards, être épris de justice sociale, mais le problème qu'on va avoir là, c'est que les communautés qui ont, en quelque sorte, vécu une forme d'oppression, et la même forme d'oppression, vont demander, puisque le savoir est dangereux et que le savoir est même jugé comme éventuellement source d'oppression, on ne va plus demander à un savoir d'être étayé par un rapport au réel, mais d'être porteur de justice sociale. Et donc, il y a une confusion entre le souci de justice sociale d'un côté et le statut du savoir de l'autre. On va dans certains cas, même si vous avez compris que le relativisme est parallèle à cette pensée, c'est-à-dire que tous les discours du réel sont également légitimes pourvu qu'ils soient considérés dans leur référentiel social, qu'ils soient situés finalement dans un référentiel social, culturel, économique, et finalement dans le référentiel de celui qui est opprimé, eh bien l'exigence de justification rationnelle qui mobiliserait ce réel devient une oppression. Il devient une oppression, et donc on en vient à tourner le dos à la démarche, à l'universalisme scientifique. Cet universalisme est jugé comme étant un colonialisme ou un post-colonialisme. L'exigence de justification rationnelle, je l'ai dit, est donc devenue une oppression, et l'exigence de justice sociale demande à ce que les savoirs soient constitués à travers une approche intersectionnelle de l'épistémologie au service de la justice sociale. Donc, en gros, c'est comme si la justice sociale ou le souci de justice sociale prenait la science en hold-up et exigeait que la science soit conforme ou la description du réel soit conforme à une justice. Alors, il peut y avoir des bons côtés il peut y avoir des bons côtés en matière de, comment dire, de revendication à une vie meilleure, mais évidemment, ces revendications ne sont pas fondées, à mon sens, de manière correcte, c'est-à-dire que l'épistémologie se retrouve prise en hold-up dans un combat qui ne la concerne pas, en fait, pas directement. Et qu'on peut très bien imaginer davantage de justice sociale en conservant l'universalisme scientifique. D'ailleurs, il y a même des gens qui ont écrit des livres pour dire que la meilleure façon, Bogossian notamment a écrit que la meilleure façon de garantir des outils pour se libérer de leur oppression à des individus, c'est encore de leur donner
des outils de rationalité et d'une description du réel qui soit, qui soit ouverte au débat. Je ne vais pas détailler plus avant les avatars, les descendants de cette pensée-là, mais on parle de. Il y a Fricker qui a parlé, un auteur américain, une autrice américaine qui a parlé d'injustice épistémique lorsque les savoirs sont frappés d'une négligence, en fait, quand un savoir n'est pas suffisamment pris en compte, un savoir local. On parle même d'intimité herméneutique. Là, c'est pas Fricker, c'est Medina, qui revendique le droit à ne pas être compris du tout. Car si vous demandez à quelqu'un de justifier son assertion, vous lui faites ce qu'on appelle une violence épistémique, parce que vous refusez de le comprendre. La violence épistémique, c'est une catégorie en sciences sociales qui a été utilisée pour dénoncer le mépris dont la sorcellerie a été l'objet au cours de l'histoire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les descendants du relativisme et du postmodernisme pour être plus exact. Et ce contexte-là, eh bien, il faut savoir qu'il existe et que tout ce qui est décrit dans notre livre au sujet de critères de scientificité, eh bien, ces critères sont récusés par cette école de pensée. Je dois avoir l'honnêteté de vous le dire. Dans les sciences sociales, ou certaines branches, pardon, pas toutes, hein, mais dans certaines branches des sciences sociales, tout ce que je vous dis là est déjà caduque parce que la scientificité n'est pas normée pour ces gens-là. C'est-à-dire que la scientificité est sectorisée et communautarisée en autant de sections de vécus, en quelque sorte, de communautés humaines qui ont des vécus spécifiques et qui se reconnaissent dans ces vécus. Donc évidemment, vous l'avez compris, pour ma part, je ne suis pas relativiste. Pour moi, je suis attaché en tant que scientifique au bien public. Et pour moi, le bien public, il ne peut être garanti, me semble-t-il, qu'à travers un socle commun partagé de connaissances dans l'espace public, ou alors on prépare une société communautariste. Et c'est un choix de société, hein. Peut-être que c'est la direction que nous prenons, mais ce n'est pas la direction que je souhaite pour ce qui me concerne personnellement. Voilà, merci de m'avoir écouté et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Si vous avez des questions, du coup, vous pouvez les envoyer dans la conversation ou avec l'outil questions et réponses. Ce sont des outils qui sont en haut de votre écran. N'hésitez pas, allez-y. Moi, j'ai une question pratico-pratique, Guillaume, sur les programmes de SVT. Est-ce que tu penses que la lourdeur des programmes actuels, finalement, empêche les enseignants d'aller travailler dans les justifications, de passer plus de temps à démontrer finalement les savoirs avec les élèves et oblige à être davantage dogmatique finalement? Ah, c'est une question pour laquelle je ne me sens pas légitime de répondre, parce que il y a, dans la gestion du temps, c'est pas à moi de répondre à des questions de gestion du temps, parce que on a besoin des deux, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un socle de connaissances positives. On ne peut pas tout redémontrer tout le temps, bien sûr, mais pour avoir confiance dans la connaissance qu'on a reçue, il faut de temps en temps avoir des indications sur la façon dont ces connaissances ont été construites. Et donc, il faut bien sûr mobiliser. J'ai moi-même fait partie dans le passé d'opérations de type main à la pâte. J'ai été très enthousiaste à cette idée qu'on puisse faire partager une expérience scientifique, une expérience au sens être scientifique pendant un temps par l'élève lui-même, et ceci collectivement. Mais évidemment, on ne peut pas le faire tout le temps. Donc, esprit critique ou méthodologie de la connaissance, oui, bien sûr, hein, mais ça ne doit pas prendre. Il y a quand même besoin de connaissances pour que ces outils et cet esprit critique puissent opérer de manière efficace. Mais tu as raison, Samuel, c'est-à-dire que des connaissances, cet enseignement que nous, on a reçu quand nous étions petits, c'est-à-dire des connaissances qu'on nous déverse, mais sans jamais nous dire comment elles sont obtenues, eh bien, elles peuvent nous apparaître comme magiques ou comme dogmatiques, c'est vrai. Et donc, il y aurait pas de distinction à faire entre des connaissances scientifiques, dans ce cas-là, et des connaissances et des assertions d'autre nature. Voilà. Donc,
en termes de temps partagé entre l'un et l'autre, faut être, peut-être que ça appartient justement à la- au talent pédagogique d'un ou des enseignants d'arriver à marier les deux sans trop céder sur chacun des deux terrains. Une Ouais. fois que j'ai dit ça, c'est pas moi qui suis dans les classes, hein. Non, non, mais c'est vrai que c'est un arbitrage qui est difficile, hein, quand euh, dans la classe, on aimerait bien parfois faire de l'histoire des sciences, refaire, voilà, redémontrer certaines choses, et puis on se rend bien compte qu'on est pris par le temps, et c'est vrai que c'est un vrai souci. Les conséquences que j'imagine, moi, c'est que on parle du changement climatique pour prendre un exemple parmi d'autres en classe, et l'élève, une fois qu'il va se retrouver à table dimanche avec son tonton qui lui dit qu'il n'y a pas de changement climatique, je suis pas sûr qu'il soit capable Oui. d'argumenter Oui, oui, derrière, oui, quoi. je vois bien le problème. Alors, il y a peut-être une petite note positive, mais euh, le tableau que je vous ai montré, alors à ce stade, voilà, si vous avez toujours mon PowerPoint, le tableau à ce stade, à ce tableau, il a été construit avec des élèves de quatrième plusieurs fois. Euh, lors de dialogues qui ont été menés par demi-classe, c'est-à-dire par groupe d'une quinzaine d'élèves. L'idée euh, avait été de mettre dans une urne quatre ou cinq mots-clés. Alors, dans ces mots-clés, il y avait savoir, croyance religieuse, opinion. Il y avait aussi théorie, enfin, il y avait quelques mots comme ça. Et on demande aux élèves de tirer le mot de l'urne. Bon, bah, le mot qui sort, par exemple, c'est croyance. Et on demande aux élèves, en petit groupe de 15 pendant 10 minutes, de nous dire ce qu'ils pensent être une croyance. Moi, j'ai été surpris de voir à quel point les élèves collectivement sont pertinents. Alors, un élève individuel, évidemment, les choses peuvent ne pas être bien triées dans sa tête, mais quand on prend un groupe entier, finalement, le dialogue s'instaure entre eux. Et, euh, alors, à moi, enseignant, ou aux enseignants, de relever dans le dialogue, finalement, le moment où surgit le P, le moment où surgit le A, à bon escient. Et quand c'est l'opinion qui tombe, bah, à quel moment on va prendre le P, à quel moment on va s'emparer du A. Moi, ma stratégie personnelle dans ce relevé de représentation, ça a été de valoriser le moment où l'élève sortait soit un P, soit un C dans la colonne de gauche, soit un J, soit un A dans la colonne de droite, mais sans que le tableau soit dessiné, hein. Et donc, au bout de 45 minutes de discussion, parce qu'on a tiré savoir dans l'urne, on a tiré croyance, on a tiré opinion, etc., on demande aux élèves de venir mettre dans un tableau qui n'est pas rempli des P et des C et des A et des J aux bons endroits, eh bien, ils sont capables collectivement de construire le tableau. Et comme ils l'ont construit, ils le retiennent. Alors, ce genre d'exercice-là, là, je n'outrepasse mes droits, hein. Je me transforme en prescripteur en pédagogie alors que c'est pas mon métier. Mais ce dont je peux témoigner, c'est que le fait de l'avoir construit avec eux fait qu'ils le retiennent. Ça, c'est pas moi c'est les enseignants qui m'accompagnaient qui ont pu le constater. Et puis, d'une part, et d'autre part, pour être menée, cette séance, il faut quand même avoir lu, alors il faut quand même avoir lu le livre, ou alors il faut être bien armé. Je veux dire par là que Oui, c'est ça. euh, nos enseignants, collectivement, ont besoin encore en moyenne de formation, au pluriel, hein, de formation sur ces sujets. Parce qu'un enseignant de SVT, bah, c'est normal, hein, il n'a pas été nécessairement formé, même de manière succincte, à la philosophie de la connaissance ou aux sciences cognitives. Et donc, il faut, si on veut s'emparer de ces séances telles que je les décris là, bah, il faut peut-être avoir eu quelques formations ou avoir préparé bien des lectures avant pour savoir comment orienter un débat vers le P, vers le C, lorsque c'est opportun, vers le J ou le A. Voilà. Tu poses la question épineuse de la formation. Oui, oui. Ben oui. Mm. D'ailleurs, Euh, les pièges entre substantif et verbe, ces pièges, ils ne sont arrivés que dans la deuxième édition et pas dans la première, précisément parce que la mise en place de ce protocole avec des classes de quatrième ou de troisième, c'est justement sur le terrain que le dérapage entre le dérapage entre le verbe
et Ouais, du t'es constaté. substantif a créé de la confusion, en fait. Typiquement, le mot savoir, c'est un mot piégeux parce que c'est à la fois un verbe et un substantif. Donc, vous voyez, enfin, c'est le même mot qui est utilisé pour désigner les deux, quoi. On a quelqu'un qui nous fait remonter le témoignage que le fait qu'il y ait des suppressions de certains demi-groupes en SVT ou enseignement scientifique, ça limite quand même aussi le temps qu'on peut avoir pour faire des démonstrations, justement, des connaissances qui passent par la réalisation d'expériences. Donc c'est vrai que si on est beaucoup, entre guillemets, en cours magistral, c'est peut-être un peu plus difficile pour les enseignants d'avoir cette possibilité, par exemple, d'avoir un tel débat et de l'animer, quoi. Oui, c'est tout à fait. Je pense que ce que j'ai vécu alors je me souviens plus très bien combien j'ai eu de demi-classe. Je l'ai fait plusieurs fois cette séance, 4 ou 5 fois, je crois, par demi-classe de quatrième. C'est vrai que en demi-classe, c'est efficace. Je ne sais pas ce que ça donne en classe entière. Mais là, encore une fois, ça dépend aussi de l'aisance avec laquelle l'enseignant pourra s'emparer du sujet. En tout cas, ce tableau, il est, comment dire, c'est un outil didactique, c'est pas vraiment un outil pédagogique. Enfin, vous m'avez compris, c'est que c'est quelque chose dont on peut s'enseigner. On est à la charnière entre un savoir constitué et un savoir potentiellement enseignable. Je ne prétends pas avoir fait quelque chose qui relève du segment du savoir potentiellement enseignable au contenu effectivement reçu. Ça, c'est pas moi, c'est l'enseignant qui s'occupe de ce dernier segment. Mais je pense que ça peut quand même épauler, ne serait-ce que la tranquillité et la légitimité de l'enseignant lorsqu'il fait face à des contestations potentielles. Oui, ça vous donnera de la matière intellectuelle qu'après vous pouvez utiliser, voilà, par rapport à certaines remarques que vous pouvez avoir. On a quelqu'un qui nous dit, qui parle de tout ce qui est lié à la certitude, au fait que finalement, un savoir scientifique, il peut être réfutable s'il y a des nouvelles données qui arrivent, etc., par rapport à des dogmes, pardon, qui sont immuables dans le temps. Et peut-être qu'il y a un sujet là-dessus de confiance où ces élèves ont parfois du mal à faire confiance à une discipline qui est en fait en évolution perpétuelle. Alors justement, c'est une force, mais Oui, voilà. La plupart de nos concitoyens ont, ont besoin de se rassurer et l'attitude mentale qui relève d'un dogmatisme inconscient vient du fait que c'est rassurant d'avoir des choses immuables, en fait, des choses à laquelle on puisse se rattacher de manière immuable. Alors, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les dogmes religieux sont souvent statiques, c'est que ils offrent en quelque sorte cette espèce de bouée de sauvetage face à un monde en perpétuel changement, une vie ou des vies qui sont ballottées. Peut-être que ça rassure cette stabilité, mais c'est vrai que c'est important de dire que les sciences sont pas faites pour rassurer, en fait. ouais. Et ça, Mm. Et en ce moment, elle rassure pas beaucoup sur certains aspects. Bah, Mais non, mais après, il y a Et aussi. c'est pas l'auditeur leur job, ouais. nous parle justement d'ados en quête de repères et de certitudes, en lien Ouais, avec ce que tu dis, Guillaume. Ouais, ouais. Mais c'est pas le rôle de la science c'est ça. Alors des repères sans doute, même si ces repères sont pas rassurants, mais des certitudes, non. Alors, je voudrais aussi dire, pour modérer ce que je viens de dire, je voudrais dire aussi que la science offre quand même des assertions fiables à un moment donné. C'est-à-dire que c'est pas parce que la science est révisable que ce qu'elle dit n'est pas fiable. À un temps T, il faut inscrire le discours scientifique dans un temps donné, puisqu'on a dit qu'elle était dynamique, cette activité scientifique. Donc l'assertion scientifique doit être inscrite dans un temps T. L'historicisation des assertions scientifiques, le fait qu'hier on disait des choses contradictoires avec ce qu'on dit aujourd'hui, n'est pas une faiblesse. On l'a dit, c'est une force. Et cette notion de fiabilité, ce qui est bien, c'est qu'elle mobilise la notion de confiance. C'est-à-dire que c'est fiable parce qu'on peut y faire confiance ici et maintenant. Ça n'empêche pas que demain, ça puisse changer. Mais ici et maintenant, c'est ce qu'on a de mieux. Euh, Ça, c'est un point qu'il faut pouvoir défendre face à des pensées qui aimeraient que les choses soient dogmatiques. Alors, quand j'ai dit ça, je ne dis pas que on n'est pas des fiabilités extrêmes en science. C'est pas de mal avec qu'on va remettre en cause la rotondité de la Terre, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, même si elle n'est pas sphérique complètement, elle est quand même aplatie au pôle, hein, mais
Mais je veux dire par là on a quand même une gradation dans la fiabilité. Il y a des fiabilités qui sont, quand je dis extrêmes, c'est qu'elles sont à 99,9999999% de fiabilité, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ça ne tient pas au type d'assertion. Ça, c'est difficile à admettre par beaucoup d'entre nous. Euh, Utiliser le mot fiabilité plutôt que le mot vérité. euh, c'est prudent, mais c'est une prudence qui ne relève pas d'une assertion particulière, elle relève d'une posture épistémologique, c'est-à-dire que fondamentalement, un scientifique ne doit pas être dogmatique ou n'est pas dogmatique. C'est-à-dire que euh, une vérité par principe, ne doit jamais être gravée dans le marbre, même si on sait que, franchement, c'est pas de mal à veille que je vais remettre en cause le fait que l'eau bout à 100 degrés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, et Étienne Klein traite ça différemment. Lui, il dit il y a de la science froide et de la science chaude. La science froide, c'est des choses qui changeront pas. Alors déjà, moi, quand on me dit ça, je suis méfiant. Je préfère vous dire, c'est pas de mal la veille que ça va changer. Vous voyez ce que je veux dire? Et la science chaude, c'est les connaissances scientifiques en train de se stabiliser, et ce sont celles qui font l'objet de controverses, précisément. Et la controverse, elle est normale en science. Ça aussi, il faut pas oublier de le dire, c'est que quand une connaissance n'est pas bien stabilisée, eh bien, il y a des discussions entre scientifiques. Et ces discussions, elles ne sont pas appelées à être euh, publiques, parce qu'en fait, ce sont des discussions par nature très spécialisées, puisqu'on est sur le front de genèse des connaissances. La discussion, elle est technique, elle est spécialisée, et tout le monde n'est pas invité à prendre la parole, bien sûr, dans la mesure où, enfin, tout le monde peut prendre la parole en droit, si vous voulez, mais tout le monde ne peut pas rendre la discussion fructueuse de fait, parce que la discussion demande en quelque sorte évidemment un bagage, souvent un bagage technique et conceptuel qui n'est pas maîtrisé par tout le monde. Et une maîtrise des Euh, règles épistémologiques du alors voilà, débat scientifique, tu qui est fais bien encore de moins le dire. maîtrisé par tout le monde, Voilà, non? c'est pas seulement une histoire de performance conceptuelle et technique, c'est aussi avoir compris comment la controverse a lieu en science, en fait. Hein. On critique pas, on ne confond pas la critique des idées et la critique des personnes. Il y a des règles de l'objection, l'argument d'autorité n'a pas cours, le réel est un recours, est un arbitre, en quelque sorte. Enfin, il y a des règles élémentaires qui sont rappelées dans le livre, d'ailleurs, hein, que je ne rappellerai pas maintenant parce que le temps est écoulé maintenant, mais on les décrit dans le livre en question, en effet. Moi, j'aurais juste une petite question. Enfin, elle n'est pas petite, mais il faudra qu'elle soit petite vu le temps qui nous reste. Dans les menaces qui pèsent sur le savoir aujourd'hui, est-ce que tu dirais que le relativisme sur lequel tu as terminé ton exposé arrive à peu près au même niveau que les idéologies qui sont véhiculées en particulier par des Trump, par des Kennedy Jr., qui nous font, je reprends tes mots, revivre quasiment le lysenkisme au Oui, XXIe siècle? Est-ce que la menace est du alors, même ordre de grandeur? Je ne sais pas si c'est possible de répondre à la question, mais je la pose quand même. oh là là. Euh, Déjà, ces menaces ne s'expriment pas aux mêmes endroits. Euh, Trump illustre très bien comment les rapports antagoniques que l'idéologie peut avoir avec le savoir. Euh, il a besoin d'aller, comme l'a fait Staline, hein, il a besoin d'aller légiférer dans le registre du savoir pour couper à la racine des affirmations qui ont des conséquences sur sa représentation du monde et surtout sur le régime politique qu'il essaie d'installer. Donc là aussi, la science se retrouve. Alors, c'est pas instrumentalisé, c'est cette fois-ci nié en fait, nié ou opprimé, si on veut le dire, si on peut le dire. Euh, donc, il y a une forme de relativisme dans des départements de sciences humaines et sociales américains qui ont nourri en quelque sorte la crispation des idéologies de droite aux États-Unis. Et donc, j'ai envie de renvoyer tout ça dos à dos. Euh, on doit pouvoir fonder un vivre ensemble et un bien public sur un rapport de confiance entretenu vis-à-vis du savoir
scientifique, mais d'un savoir scientifique normé, pas d'un savoir scientifique satellisé en autant de communautés. Le projet à la fois démocratique et républicain, et j'insiste sur les deux mots en fait. Une démocratie sans république, bah, c'est un communautarisme. Et puis une république sans démocratie, c'est une dictature. Là, je vous le fais à la façon slogan parce qu'on n'a plus que quelques minutes, hein. Ça serait très long à développer, mais pour vivre dans une république démocratique ou une démocratie républicaine, ou si vous préférez ça dans l'autre sens, on a besoin d'un socle commun de connaissances, un minimum normé dans ses règles, si on veut que ce bien public soit garanti. Et moi, je demande maintenant à mes collègues postmodernes, et j'en ai des collègues postmodernes, je leur demande où est-ce que tu mets le bien public. C'est une question politique, hein, ça devient une question politique. Où est-ce que Tu as tu mets le beaucoup bien de collègues public? postmodernes? Ça diffuse en France? Parce que c'est très présent aux Bien sûr. États-Unis, mais Ah oui, non, ça a pris de l'ampleur aux États-Unis, mais bien sûr que dans les départements de sciences humaines et sociales en France, vous avez des dizaines et des centaines de personnes qui sont sur cette pensée-là. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, y compris même, enfin, y compris, peut-être même surtout des jeunes, en fait. C'est ce qui me rassure pas. Mm. Est-ce qu'on peut répondre On va mettre des adjectifs, si vous voulez, des choses qui fâchent, on va mettre des adjectifs derrière le mot science. À l'époque de Lysenko, il y avait une science prolétaire et une science bourgeoise. Aujourd'hui, il y a des sciences ethno-racisées, il y a une science féministe, il y a des théories spécifiques qui sont sécrétées par des gens qui se reconnaissent en tant que communauté et pas en tant que professionnels de la science. Donc, on a une problématique de fragmentation du réel, enfin, en tout cas, de la prétention à connaître le réel. Oui. Pardon, il y avait une question, oui. Caroline. Oui, qu'est-ce qu'on peut répondre à des élèves du coup qui disent que la théorie de l'évolution s'oppose aux croyances religieuses? Alors, euh, on peut répondre que la théorie de l'évolution n'a pas été faite pour contrer les religions. Elle est indifférente aux religions, la théorie de l'évolution. Ce qui fait que elle peut produire, sans l'avoir voulu, des affirmations qui contredisent ce qui peut être écrit dans un texte religieux. Mais elle ne l'aura pas fait exprès. Euh, donc il y a cette indépendance qu'il faut remettre en avant. Euh, et puis après, comment dire, le registre du savoir scientifique, si l'élève constate qu'il y a une contradiction, je pense qu'il faut pas masquer cette contradiction. Oui, il y a une contradiction. Mais mettons l'accent sur comment l'évolution a été. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, mettons l'accent sur comment l'évolution a-t-elle été acquise en tant que théorie scientifique et en tant que fait scientifique, parce qu'il y a les deux, hein. L'évolution, c'est à la fois une théorie et des faits, donc des faits d'évolution. Donc là, on mobilise le rapport au réel pour savoir comment le savoir scientifique se construit. Et reste à savoir si le rapport au réel est aussi prégnant dans l'affirmation religieuse. Mais ça, on en revient à des considérations épistémologiques. Vous voyez, donc d'où l'utilité de ce livre, je pense, pour les enseignants, c'est qu'il y a des règles du jeu scientifique qui sont énoncées dans le livre. Je ne les ai pas décrites ce soir, mais il y a des Puis règles du jeu scientifique un qui sont enseignant qui utiles. maîtrise un petit peu ses écrits peut aussi présenter aux élèves la différence entre ce qui est un savoir, la théorie de l'évolution, et une croyance qui est une croyance religieuse que leur présente la religion à laquelle ils croient. Et sans Bien expliqué, dénigrer. c'est accessible pour un élève, en tout cas au moins au lycée. Enfin, je mets un point d'interrogation, hein, c'était une question, pas une affirmation. Mais ce que tu dis là m'inspire parce que mon intuition, c'est que euh, on ramènera un élève vers la science, surtout pas en dénigrant le régime des croyances. Alors, il faut, Bah faut oui, commencer par dire qu'on a tous besoin de se croire les uns les autres et de croire en quelque chose. Enfin, de croire en quelque chose au sens métaphysique du terme. Je veux dire par là que si on ne fait pas un pari sur quelque chose qui relèverait pas d'un au-delà prescrit par les religions, mais même d'un objectif politique, par exemple, ou de quelque chose qui dépasse simplement la dimension de sa propre vie quotidienne. Voilà, les individus que nous sommes ne peuvent pas vivre en société sans croire en quelqu'un ou en quelque chose. Sinon, on se perd.
Donc, ne pas dénigrer la croyance, ne pas non plus dénigrer la croyance religieuse parce que euh, c'est une, comment dire, c'est une activité de la psyché humaine qui est omniprésente en fait, qui est même majoritaire à la surface du globe. Euh, on- Sans la dénigrer, on peut quand même, comment dire, avancer l'argument que il y a d'autres modes d'assertion sur le monde pour aller plus loin et pour surtout pour partager en fait. Donc on peut partager autrement que par des croyances religieuses la compréhension du monde. Oui, peut-être qu'on peut dire aussi que la confiance, pardon, qu'on a dans les vérités scientifiques, elle s'appuie sur des faits et que même si soi-même on n'a pas les compétences techniques ou scientifiques pour vérifier directement nous-mêmes les faits, on sait que les personnes qui ont travaillé à ça, à ce savoir-là, elles se sont appuyées sur des faits qu'elles ont Oui, mesurés, qu'elles ont expérimentés, etc. Alors qu'une croyance religieuse, c'est pas du tout cet ordre-là. oui c'est ça, c'est pas de cet ordre-là. Et si on veut mobiliser le premier mode, ben, on va travailler sur comment dire, le degré de corroboration des faits, c'est-à-dire le degré de fiabilité des sources et le degré de preuve. Les preuves peuvent se traiter par degré. Donc, quel degré de preuve on a, partageable, bien sûr, pour que les faits soient pris au sérieux, oui. J'ai l'impression de finir ma conférence sur des évidences, mais Bah, pour les élèves, c'est peut-être pas évident et c'est peut-être pas oui, aussi si facile que ça de remettre les choses un peu à leur non. place en classe À quand on mettre n'a en pas œuvre, beaucoup de temps et qu'on a beaucoup d'élèves. à Ouais, mettre en œuvre, ce qui est, c'est pas facile, ouais, ouais. ce qui est Mais moins je suis évident et ce qui toujours est bon de rappeler, optimiste. c'est quand même que ne pas être dans l'opposition des registres, quoi. Je trouve que c'est une des forces de ton livre. Mm. C'est qu'on n'oppose pas, il n'y a pas de relation de valeur entre la croyance religieuse et le savoir. Simplement, l'un a sa place en classe, l'autre ne l'a pas. Oui, Et puis ces deux approches du monde qui sont différentes, qui ne s'expriment pas de la même manière et qui ne s'excluent pas l'un l'autre. C'est peut-être ça aussi la force oui, je développe de ton cette exposé et de notion ton livre. d'espace de légitimité. C'est que j'ai pas commencé par là parce que je voulais faire vite, mais il y a des espaces, nos sociétés sont organisées en espaces de légitimité. Et un discours cultuel est légitime dans un lieu de culte, un discours scientifique est légitime dans l'espace scolaire. Et ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller dans une église pour aller contester scientifiquement ce qu'on raconte pendant le prêche. Ça serait complètement incongru. Et de même, je ne supporterais pas qu'un religieux vienne dans mon laboratoire venir contredire ou contrecarrer ce qui s'y fait. Ça serait incongru également. Et donc, comme vous l'avez dit tous les deux, euh, il y a des, comment dire, il n'y a pas il y a pas tant une échelle de valeur à mettre en évidence que surtout une répartition, même une répartition spatiale hein, des légitimités sociales, d'un côté scientifique et de l'autre religieuse. Et ce qui évite d'avoir à hiérarchiser. Alors évidemment, moi, si je suis scientifique en tant que professionnel, là, je vous parle à titre personnel, hein. Bien sûr que dans ma tête, j'ai déjà hiérarchisé et que j'ai évidemment que pour moi, les assertions scientifiques sont celles qui remportent mon adhésion parce que il y a je vais faire comme Kant, hein, il y a des raisons objectives d'adhérer. Voilà. Et il y a un rapport collectif au réel qui fait que l'assertion, elle a été validée. Donc, c'est mon choix que de faire confiance dans la science. Mais encore une fois, je redis ce que j'ai dit au début, aucun scientifique n'a mis un pistolet sur la tempe de qui que ce soit pour qu'il adhère à des assertions scientifiques. Euh, Si on a compris comment les choses se construisent, on peut faire son propre choix de choisir le terrain de la science si on a bien compris pourquoi elle est féconde, en fait. Sachant qu'évidemment, elle n'est pas faite pour se rassurer, hein. Si on veut se rassurer, il faut aller voir ailleurs, hein, c'est sûr. Une fois que c'est dit, c'est plus clair pour les élèves et pour les profs aussi Mm. d'ailleurs. Après, on Bien. a peut-être une dernière remarque sur un peu les réseaux sociaux et le fait que aujourd'hui les choses aillent très vite et que beaucoup de personnes ont envie d'avoir des réponses immédiates, faciles. Mais bon, ça rejoint déjà ce qu'on a dit avant. C'est vrai que la science, c'est le processus analytique.
Donc, c'est long quelque part. C'est coûteux. Donc, on Ouais, c'est n'aura pas coûteux. tout de suite la réponse à sa question, alors que quelque chose de dogmatique, on aura tout de suite une réponse. Oui. Donc, il La faut que les réponse élèves comprennent dogmatique. l'intérêt d'aller dans cette Voilà. analyse analytique, en fait. Si je le dis de manière un peu caricaturale, hein, la réponse dogmatique, elle dispense de réfléchir, alors que la réponse scientifique, elle engage la réflexion. Le mode analytique, il est coûteux. Mm. Et donc, le dogme est dogme précisément parce qu'il se dispense d'une justification et d'une discussion, alors que l'assertion scientifique, elle est le fruit d'une mise à l'épreuve, et forcément plus coûteux, hein, plus coûteuse, oui, bien sûr. Ouais. Donc oui, aimer la science, ça demande enfin, et surtout raisonner scientifiquement, ça demande un effort, hein, auquel on peut s'entraîner d'ailleurs, hein. C'est comme la musculation. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Merci à vous. Écoutez, le replay sera disponible en ligne d'ici environ une semaine, donc sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour toutes vos interactions par écrit. N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux si vous avez des questions, des remarques, etc. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. À Bonsoir, bientôt. merci.